Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le journal de mes nuits, Robert Laffont 2010. L'échec de la médecine occidentale, édition Hellebore 2005. Sommeil et rêve, édition Hellebore 2003. Site de l'auteur, www.sitemed.fr. Abstract résumé. La copie par des tiers de cet abstract résumé avec le schéma, 9 pages dans le présent ouvrage, est autorisée par l'éditeur avec mention de la source. Diabète Obesity, The Why and How of a World Epidemic. This document provides the reader with a new conception of type 1 diabetes. Thoroughly argued, it has received the support of Professor Roger Guillemin, recipient of the Nobel Prize in Medicine. Type 1 diabetes is characterized by an insufficient secretion of insulin, a hypoglycemic hormone discovered in the 1920s. Without insulin, glucose is no longer used by peripheral tissue and accumulates in the blood. This rapidly fatal deficiency is triggered by a progressive destruction of insulin-producing beta cells in pancreatic islet. The destruction of these beta cells is now attributed to specific autoantibodies. Type 1 diabetes is now considered an autoimmune disease, which cause is unknown, fostered by genetic and environmental factors. The treatment consists in regularly injecting the patient with insulin they need while regularly monitoring their blood glucose level, their diet and physical activity. Usually, patients receive an educational therapy, which allows them to understand their illness and adapt their treatment. At first glance, type 1 diabetes with insulin deficiency seems easy to understand and treat. This simple model of diabetes is challenged, however, by a series of epidemiological, experimental, clinical and therapeutic observations. A great victory of modern medicine, diabetes is now responsible for an uncontained and costly world epidemic. This epidemic is all the more serious that it affects children at an increasingly younger age. Yet, diabetes is not a contagious disease. Faced with this unexplained epidemic, the role of antibodies, genetic and environmental factors has not been proven. Furthermore, the monitoring of diabetic patients shows that their blood glucose levels do not follow the rules of classical physiology. The treatment becomes complicated. It demands close monitoring of blood glucose levels with regular change in diet and insulin dosage. Even when carefully followed, this treatment gives no guarantee to the stability of blood glucose levels. The patient must consult many specialists, and the complications of diabetes remain unavoidable. The classical model of type 1 diabetes, based on the elementary knowledge of the 1920s, with the dogma and simplification of the period, has little evolved and ignores some recent discoveries. We are now in need of a new synthesis of the knowledge acquired over the past decade in the areas of physiology, histopathology, and neurophysiology and epidemiology. Firstly, experimental diabetes shows that an excess of glucose can destroy insulin-producing beta cells. With type 1 diabetics, the role of glucose in the destruction of beta cells is confirmed by other observations. The examination of the diabetic pancreas under the microscope show abnormal proliferation of alpha cells producing glucagon, a hyperglycemic hormone. Other studies confirm glucagon playing an essential role in diabetes. The overproduction of glucagon and glucose can explain hyperglycemia, beta cells destruction, autoimmune reaction and other symptoms of diabetes. Secondly, the central mechanisms capable of increasing the production of glucose have also been known since the discovery of cerebral neurohormone and the 1977 Nobel Prize. In case of intense stress, the vegetative nervous system, the hormonal system and the neurotransmitters increase glucagon secretion and glucose production. These systems decrease the peripheral use of glucose, insulin resistance. They stimulate food intake and nutrient absorption. These complex interactions are diabetogenic and are in opposition to the homeostatic principle of equilibrium in glycaemia. In case of intense stress, the main goal of this system is to supply the central nervous system with enough glucose by increasing its production and by decreasing its peripheral use. Finally,
epidemiological studies have identified and ranked the environmental factors linked to the diabetes and obesity pandemic. No infectious or toxic agent and no nutritional factor have been found to be responsible for this pandemic. However, the global change in lifestyle are obviously linked to the spreading of these diseases. In adults, the disappearance of traditional communities, the breach of the ancestral link between man and earth and rural de population have all contributed to considerable stress in direct relation to diabetes and obesity. In young children, premature weaning from breastfeeding and the breach in the mother-child relationship represent a vital stress comparable to the breach between man and Mother Earth. Independently of calorie requirement, this stress develops in children neuroendocrine, immune and emotional conditions conducive to diabetes and other metabolic, infectious and tumor diseases or psychological disorders. Then, other toxic or infectious dietary factors, the stress of an urban lifestyle, the chronic lack of sleep and the disruption in physiological rhythms all contribute to the decompensation of diabetes or destabilize diabetes under treatment. Using the previous observation, we can build a new and very clear model of type 1 diabetes in which stress and glucose production play an essential role. Some intense stress factors trigger a warning reaction resulting in a prolonged overproduction of glucagon and glucose. During a short or extended first silent phase, glucose excess progressively destroys beta cells. This cellular necrosis induces the appearance of autoantibodies. Some usually accepted connections concerning diabetes must be reversed. Glucose in excess destroys beta cells and not the opposite. Cellular necrosis induces the appearance of autoantibodies and not the opposite. Clinical diabetes appears when 90% of the beta cells are destroyed. Stress is also responsible for glycemic instabilities, therapeutic difficulties and organic complications connected to type 1 diabetes. Taking into account stress, give an explanation as to why diabetes took epidemic proportion at the end of the 20th century. We can thus imagine new preventive and therapeutic strategies. Figure 1 stress, alarm reaction and overproduction of glucose type 1 and 2 diabetes and obesity have a profound common origin. This new model of type 1 diabetes then adjusts itself to type 2 diabetes and to obesity, two diseases, which have become epidemic and also strike the old rural population exposed to the stress of an industrialized and urbanized lifestyle. In type 2 diabetes, the high production of glucose is linked to a resistance to insulin that diminishes the peripheral use of glucose in favor of the central nervous system. Resistance to insulin leads to hyperglycemia with organic complications, and to an evolution towards type 1 diabetes through an excess of glucose in beta cells. As far as obesity is concerned, a resistance to insulin that leads to type 2 diabetes limits the sometimes disproportionate storage of glucose in excess later. Obesity usually precedes type 2 diabetes, which itself precedes diabetes by insulin deficiency. Type 1 and 2 diabetes and obesity have a profound common origin, overlooked by classical physiology, a complex neurohormonal reaction with an overproduction of glucagon and glucose, figure 1 on the facing page. This reaction is a consequence of the stress connected to the total disruption in the lifestyle of old rural population. Then, the symptomatology vary depending on the genetic characteristics of the patient, their environment and other stress factors to which they are subjected. The same phenomenon is occurring around the world. In China, for instance, after a recent massive rural exodus, about 50% of adults are prediabetic or overweight in 2013. In the modern world, various non-contagious diseases like diabetes and obesity spread on an epidemic scale because they depend on the same lifestyle and stress factors. Thus, the epidemiology shows that resistance to insulin is, on a higher frequency, linked to cancer. The warning reaction triggered by intense stress affects glucose metabolism, immunity and carcinogenesis. The example of diabetes highlights the new leads that research and medicine must explore. Study the effect of stress, psyche and the neurohormonal functions on physiological functions and organic diseases. Diabète, obésité. Le pourquoi et le comment de cette épidémie planétaire. Depuis plus d'un demi-siècle, le diabète type 1 est présenté au public et même aux médecins comme une maladie simple et connue dans ses moindres détails. Dès les années 1920,
Ces symptômes ont été rattachés à une carence en insuline qui limite l'utilisation périphérique du glucose. Actuellement, la destruction des cellules bêta productrices d'insuline est attribuée à l'apparition d'auto-anticorps. Le diabète type 1 serait une maladie auto-immune dont la cause est inconnue, favorisée par des facteurs génétiques et environnementaux. Le traitement consiste à injecter régulièrement au malade l'insuline dont il a besoin en surveillant sa glycémie, son régime et son activité physique. Habituellement, les patients reçoivent une éducation thérapeutique qui les aide à comprendre leur maladie et à ajuster eux-mêmes leur traitement et leur régime. Au premier abord, le diabète type 1 par carence en insuline semble facile à comprendre et à traiter. Ce modèle simplifié du diabète est pourtant remis en cause par un ensemble d'observations épidémiologiques, expérimentales, cliniques et thérapeutiques. Longtemps présenté comme une grande victoire de la médecine moderne, le diabète donne maintenant naissance à une nouvelle épidémie mondiale inexpliquée, incontrôlée et très coûteuse. Cette épidémie est d'autant plus dramatique qu'elle touche des enfants de plus en plus jeunes. Le diabète n'est pourtant pas une maladie contagieuse. Dans ce contexte épidémique incompréhensible, la responsabilité des auto-anticorps et de facteurs génétiques ou environnementaux n'est absolument pas démontrée. D'autre part, la surveillance des patients diabétiques montre que leur glycémie ne respecte pas les règles de la physiologie classique. Le traitement du diabète est donc compliqué, empirique et source de conflits. Il impose une surveillance pluriquotidienne, des adaptations régulières des repas et des doses d'insuline, le recours fréquent à de nombreux spécialistes. Même bien suivi, ce traitement ne garantit pas des glycémies stables et l'absence de complications à court et à long terme. Basé sur les connaissances élémentaires des années 1920 avec les dogmes et les simplifications de cette époque, le modèle classique du diabète type 1 n'a guère évolué et il ignore certaines découvertes récentes. Nous avons donc besoin d'une nouvelle synthèse de toutes les connaissances acquises au cours des dernières décennies en physiologie, en histopathologie, en neurophysiologie et en épidémiologie. Tout d'abord, les diabètes expérimentaux montrent que les surcharges en glucose peuvent détruire les cellules bêta productrices d'insuline. Presque toujours négligée, la responsabilité du glucose sur la destruction des cellules bêta des diabétiques type 1 est confirmée par d'autres observations. L'examen microscopique du pancréas diabétique montre une prolifération anormale des cellules alpha, susceptibles d'entretenir une surproduction de glucagon. D'autres travaux confirment le rôle essentiel du glucagon au cours du diabète. Une surproduction de glucagon et de glucose suffit à expliquer l'hyperglycémie, la destruction des cellules bêta productrices d'insuline, la réaction auto-immune et d'autres symptômes du diabète. D'autre part, les mécanismes centraux capables d'augmenter la production de glucose sont également connus depuis la découverte des neurohormones cérébrales et le prix Nobel 1977. En cas de stress intense, le système nerveux végétatif, le système hormonal et les neuromédiateurs augmentent la sécrétion de glucagon et la production de glucose. Ces mêmes systèmes neurohormonaux diminuent l'utilisation périphérique du glucose, insulinorésistance. Ils stimulent la prise alimentaire, modifient le transit digestif et l'assimilation des nutriments. Ces interactions complexes sont diabétogènes et elles s'opposent au principe d'un équilibre homéostatique de la glycémie. En cas de stress important, le but prioritaire de ces systèmes est de fournir suffisamment de glucose au système nerveux central en augmentant la production de glucose et en diminuant son utilisation périphérique. Enfin, les études épidémiologiques ont identifié et hiérarchisé les facteurs environnementaux responsables de la pandémie de diabète et d'obésité. Contre toute attente, aucun agent infectieux ou toxique, aucun facteur nutritionnel n'a été reconnu comme responsable de la pandémie actuelle de diabète. En revanche, les changements de mode de vie intervenus à l'échelle de la planète sont clairement associés à cette pandémie. Chez l'adulte, la destruction des communautés traditionnelles, la rupture du lien ancestral entre l'homme et la nature, l'exode rural représente des stress considérables et même un danger pour la survie de l'espèce en relation directe avec cette pandémie. Chez le petit enfant, l'abandon précoce de l'allaitement maternel et la rupture de la relation mère-enfant représentent un stress vital comparable à la rupture entre l'homme et une terre nourricière. Indépendamment de la ration calorique, ce stress crée chez l'enfant des conditions neuro-endocriniennes,
immunitaire et affective favorable au développement du diabète et d'autres maladies métaboliques, infectieuses, tumorales ou psychiques. Ensuite, d'autres facteurs alimentaires, toxiques ou infectieux, les stress de la vie citadine, la privation de sommeil et la désorganisation des rythmes physiologiques vont favoriser la décompensation d'un diabète ou déséquilibrer un diabète traité. En tenant compte des données précédentes, on peut reconstruire un nouveau modèle très cohérent du diabète type 1 dans lequel le stress et la production de glucose jouent les rôles essentiels. Certains stress intenses déclenchent une réaction d'alarme avec une surproduction prolongée de glucagon et de glucose. Au cours d'une première phase silencieuse plus ou moins longue, l'excès de glucose épuise et détruit progressivement les cellules bêta. Ces nécroses cellulaires induisent l'apparition d'auto-anticorps. Le diabète clinique apparaît quand environ 90% des cellules bêta sont détruites. Le stress est aussi responsable d'instabilité de la glycémie, de difficultés thérapeutiques et de certaines complications organiques tardives du diabète type 1. La prise en compte du stress permet enfin d'expliquer pourquoi le diabète est devenu épidémique à la fin du XXe siècle. On peut alors imaginer de nouvelles stratégies préventives ou thérapeutiques. Le cas du diabète type 1 n'est pas unique en son genre, et le même schéma physiopathologique s'applique d'abord au diabète type 2 et à l'obésité, maladie du stress et du monde moderne. Le diabète type 2 et l'obésité touchent sur le même mode épidémique toutes les populations qui perdent leur tradition et leur relation avec la nature, en adoptant le mode de vie industrialisé et urbanisé occidental avec une diminution de l'allaitement et de la relation mère-enfant. Dans le cas du diabète type 2, l'insulinorésistance associée à l'hyperproduction de glucose prédomine et diminue l'utilisation périphérique du glucose au profit du système nerveux central. À long terme, l'insulinorésistance entraîne une hyperglycémie avec des complications organiques invalidantes et une évolution vers un diabète type 1 par surcharge des cellules bêta. Dans le cas de l'obésité, le stockage parfois démesuré du glucose en excès est limité plus tard par une insulinorésistance qui favorise une évolution vers un diabète type 2. Ainsi l'obésité précède souvent un diabète type 2, qui lui-même précède souvent un diabète par carence en insuline. Les diabètes type 1, type 2 et l'obésité ont une cause commune profonde, négligée par la physiologie classique, une réaction neuro-hormonale complexe avec une surproduction de glucagon et de glucose, figure 2 page suivante. Cette réaction est induite par les stress associés au bouleversement du mode de vie de populations entières, et la Chine nous en donne aujourd'hui un exemple dramatique. Ensuite, la symptomatologie varie en fonction des particularités génétiques du patient, de son environnement et des autres stress auxquels il est soumis. Non seulement ces trois maladies s'expliquent à partir d'un même stress vital initial, mais il faut à l'évidence inverser les propositions habituellement admises à propos du diabète. L'excès de glucose fait le diabète et non l'inverse. Les nécroses cellulaires font les auto-anticorps et non l'inverse. Figure 2 stress, réaction d'alarme et hyperproduction de glucose. Cet ensemble d'adaptations au stress forme la base commune de trois pathologies que la médecine décrit encore comme des entités tout à fait distinctes. Dans le monde moderne, diverses maladies non contagieuses se propagent comme le diabète sur un mode épidémique, parce qu'elles dépendent étroitement du mode de vie et des mêmes stress que le diabète ou l'obésité. Ainsi l'épidémiologie montre que l'insulinorésistance est associée à une plus grande fréquence des cancers. Dans ce cas, la réaction d'alarme déclenchée par un stress important a un effet sur le métabolisme du glucose, sur l'immunité et sur la cancérogénèse. L'exemple du diabète montre les nouvelles pistes que la recherche et la médecine devraient explorer. Il s'agit de prendre en compte les effets du stress, du système psychique et des fonctions neuro-hormonales centrales sur les fonctions physiologiques périphériques. Préambule. Avant de présenter au lecteur un ouvrage qui s'écarte résolument des descriptions habituelles du diabète et de l'obésité, je l'ai soumis à la critique éclairée de spécialistes dont l'expérience et l'autorité scientifique sont indiscutables. Prix Nobel de médecine 1977, pionnier de l'hormonologie cérébrale et des réponses physiologiques au stress, le professeur Roger Guillemin a consacré sa vie à la recherche médicale dans l'un des plus prestigieux laboratoires de recherche américains, le Salk Institute. Après avoir lu ce travail, il m'en a donné une appréciation très favorable, tant sur la forme que sur le fond, et je l'en remercie chaleureusement.
Chers collègues, j'ai lu votre livre plus tôt que prévu. Le problème est bien présenté, félicitations. Vous me demandiez quelques lignes, les voici. Le livre doit être lu pour apprécier tout le message. Cordialement, Hergé. Sur le fond, il est devenu incontestable 1. Que le diabète est de plus en plus fréquent, 2. Que les causes primaires et ultimes du diabète sont nettement plus complexes et inattendues que le simple manque d'insuline, comme on le proposait depuis Banting et Best à la découverte de l'insuline en 1920. Lire la table des matières du livre de J. Monsieur Crabbe est une stupéfaction pour le non-initié, mais un sommaire des multiples causes qui conduisent au dérèglement des systèmes naturellement disponibles à notre naissance, comme on les reconnaît actuellement et qui toutes conduisent à un diabète le plus souvent accompagné d'obésité. Là encore, les mécanismes impliqués sont de mieux en mieux expliqués. Ces quelques phrases d'introduction n'ont d'autre but que de confirmer, à mon sens, le message de J. Monsieur Crabbe et d'inciter à en comprendre les raisons et les conséquences dans la société d'aujourd'hui et de par le monde. Roger Guillemin. Salk Institute, La Jolla, Californie. Le 20 décembre 2013. Parmi les non-initiés, il y a même des médecins et des chercheurs qui ignorent presque tout de la découverte de l'insuline et des poissons de MacLeod, de l'histologie du pancréas diabétique, des diabètes expérimentaux, des résultats du prix Nobel 1977, de la chronobiologie, des travaux de Heringer sur le glucagon ou encore de l'épidémiologie actuelle du diabète avec ses paradoxes nutritionnels. Le professeur Michel Jouvet, neurobiologiste de réputation internationale, a bien voulu lui aussi me donner une appréciation favorable de ce travail et il m'écrit ceci. L'épidémie d'obésité et de diabète qui envahit la Chine et certains pays d'Afrique est en faveur de votre hypothèse. J'espère que votre livre aura le succès que vous méritez. Avec de tels encouragements, je peux proposer au public cette synthèse des connaissances accumulées sur le diabète depuis un demi-siècle sans craindre l'étonnement des non-initiés et l'attachement institutionnel à une théorie dépassée datant des années 1920. Face à ce nouveau modèle solidement argumenté, la conception traditionnelle du diabète type 1, maladie auto-immune, est devenue indéfendable. Né à Dijon le 11 janvier 1924, Roger Guillemin a reçu le prix Nobel de médecine et physiologie 1977 pour la découverte des premières hormones cérébrales. Ses travaux ont conduit à l'identification de nombreuses neurohormones impliquées dans la régulation de la croissance, de l'immunité, de la reproduction et des réponses au stress. Roger Guillemin est professeur honoraire au Salk Institute, La Jolla, Californie, membre associé étranger de l'Académie des sciences, biologie et sciences médicales, membre associé étranger de l'Académie de médecine, neuroendocrinologie, physiologie, officier de la Légion d'honneur. Né à Lons-le-Saunier le 16 novembre 1925, Michel Jouvet est docteur en médecine et chercheur en neurophysiologie. Ses méthodes d'enregistrement du sommeil l'ont conduit à décrire le sommeil paradoxal, qui est le temps du rêve, et elles sont maintenant pratiquées dans le monde entier. Grâce à ses travaux, on a ensuite identifié des relations entre perturbations du sommeil et maladies organiques. Michel Jouvet est professeur émérite de la faculté de médecine de Lyon, membre de l'Académie des sciences, biologie humaine et sciences médicales, médaille d'or du CNRS. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.